encore une bonne année 2021. Espérons qu'elle soit meilleure que 2020, bien sûr. Et dans ce magazine Africa 24, eh bien, nous allons aborder beaucoup de sujets, première édition de l'année. Et nous aurons des choses à vous dire, comme je vous le signalais, et vous raconter en cette année si le coronavirus ne perturbe pas les manifestations ou ne bouleverse pas le calendrier sportif sur notre territoire et dans le monde. Avant le clin d'œil de nos invités, voyons le sommaire de cette édition. D'abord, nous parlerons du premier tour aller de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, et nous parlerons du Tchad et de Fabrice Ondoa, l'un des gardiens des Lions indomptables, éjectés par Ostende. Deuxième thème, eh bien, nous parlerons des entraîneurs étrangers, cotés ou non, en Afrique. Nous allons les passer en revue et avec les commentaires de nos invités. Et puis, troisième partie, il sera question de la Coupe du Monde au Qatar, le tirage pour notre continent et la Ligue des champions en Europe et un clin d'œil à l'outre-mer qui ne fournit plus autant de joueurs à l'équipe de France. Quel est donc le problème? Eh bien, nous allons en parler. Parmi nos invités, il y a Sidi Napon, technicien et ancien entraîneur adjoint du Burkina Faso. Sidi, quels sont vos vœux pour 2021? Mes vœux pour 2021, déjà bonjour, mes meilleurs vœux pour tout le monde, surtout beaucoup de santé, c'est ça le plus important. Luc Sonor, ancien footballeur international. Luc, bonjour ou bonsoir. Luc, quels sont vos vœux aussi pour 2021? Écoutez, bonjour, bonsoir à tout le monde. Déjà une très très bonne année également. Et mes vœux, c'est uniquement que la santé soit là de manière à ce qu'on puisse tous ensemble vaincre ce Covid. Je crois que c'est l'actualité. Je ne suis pas très original, mais c'est l'actualité en tout cas. Merci Luc et Sidi. Alors tout de suite, nous allons vous redonner la parole, Sidi, avec Ajara Chout Joya, qui est née à Fouban. Elle est camerounaise qui quitte son équipe de Valéranja et s'engage avec l'Atlético de Madrid. C'est une internationale camerounaise. C'est une bonne chose pour elle, hein? Ça permet de voyager aussi un peu. C'est très bien de savoir que au niveau de l'Afrique, les clubs féminines qui sont vraiment très très bien et qu'on vient les chercher déjà en Afrique pour les amener en Europe. C'est très intéressant pour elle et c'est une très bonne chose pour l'équipe nationale. Elle jouait en Norvège précisément, elle a 27 ans et elle a paraphé un bail de 2 saisons avec l'Atlético de Madrid. C'est une grosse équipe. Luc, je me tourne vers vous et j'apprends que Karl Toko Ekambi, le Lyonnais, le Camerounais de Lyon, est victime de la Covid, comme on dit. Il ne va pas pouvoir jouer pour la reprise du championnat. Il faut vraiment que les footballeurs fassent attention. Oui, qu'ils fassent attention. Je pense qu'ils font attention. Après, vous savez, on ne sait jamais sur quoi vraiment on tombe. Il y a des choses qu'on ne peut pas refuser. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu la Covid quand même. Donc ça prouve que ce n'est pas dû à un manque de sérieux. Je pense tout simplement que c'est peut-être la famille, ce qu'il y a autour qui fait que malheureusement, eux aussi, et ça prouve quelque part que voilà, le football, c'est pas intouchable. Le footballeur n'est pas intouchable, tout professionnel qu'il soit. Et avant de retrouver la une de ce magazine, dernière info, messieurs, c'est l'ancien joueur de Lorient, le Sénégalais Mbaye, 38 ans, ancien attaquant de Lorient, qui a été désigné, il a joué aussi à Amiens, désigné entraîneur du Standard de Liège. C'est une grande première pour les entraîneurs africains. Comme quoi les techniciens africains peuvent entraîner en Europe. Sidi, vous avez été entraîneur. Luc aussi, vous avez été entraîneur. Que pensez-vous justement de cette nomination du Sénégalais? Mais ça, c'est une très très bonne chose parce qu'on voit qu'ici en Europe, bien vrai qu'on a beaucoup de joueurs africains, guadeloupéens, antillais qui jouent, mais la plupart du temps, on ne trouve pas les entraîneurs qui viennent du continent. Et donc, c'est très très intéressant de savoir qu'aujourd'hui, on a des entraîneurs blacks qui viennent, qui peuvent entraîner aujourd'hui. C'est une très très bonne chose. Que pensez-vous, Luc, justement, pour cette nomination du Sénégalais Mbaye Leye? Mais c'est une très bonne nouvelle. En plus, à 38 ans, vous imaginez, c'est génial de voir ça. Et je crois que la France, on devrait prendre exemple un petit peu sur ce qui se passe là-bas, du côté de la Belgique, parce qu'au moins, on n'hésite pas à donner la chance à tous ceux qui en ont les moyens. Nous allons voir tout de suite la une de ce magazine après ça. Et place pour commencer à la Ligue des Champions, c'est donc le premier tour des matchs aller, le match retour, ou plutôt les matchs retour sont prévus à partir de ce mardi 5 et mercredi 6.
avec à l'affiche plusieurs belles rencontres que nous allons voir dans quelques secondes, le tableau des résultats et les matchs au retour. Alors, un premier tableau avec Galaxy qui a perdu devant Mamelodi Sundowns 2-0. Raja de Casablanca qui fait match nul avec Tenguet 0-0. Gazelle, je crois que c'est une équipe, non, si j'allais dire une équipe du Burkina Faso, non. fait match nul avec, non, le match a été annulé face à Zamalek. Il y a Sony Depp qui a perdu devant Al-Hali 1-0. Primero de Agosto contre Calzer Chef 0-0. Et CR Belouizdad contre Gormaya 6-0 pour Belouizdad. Wow. Est-ce que ça vous inspire un premier commentaire sur ces premiers résultats, Sidi? Non, pas grand-chose. On voit toujours les mêmes équipes qui sont qualifiées. Hein. Zamalek, Kaizer Chiefs, maintenant ils reviennent un peu, les Sud-Africains, parce qu'eux, ils avaient perdu quand même le fil de l'actualité sur leur football au niveau du championnat sud-africain. Je vois qu'ils reviennent un peu quand même. On aura un bon championnat pendant ces éliminatoires. Nous allons voir un deuxième tableau. Et si Luxembourg veut intervenir, qu'il intervienne. Platinium qui bat Simba 1-0. Almerek qui bat également Nyambam 3-0. Vous voyez la date des matchs retour, c'est bien le 6. Sanam Petro Luanda 1-partout. Bouangidi a perdu devant TP Mazembe 2-1. Victoire d'Al-Hilal Onderman face à Santé Kotoko 1-0 et Al-Ali de Benghazi qui a fait match nul avec le S Tunis le score de 0-0. Cette Ligue des Champions vous inspire aussi, Luc? Vous suivez un peu? Oui, je vois le TP Mazembe qui est toujours là, hein, cette équipe qui est toujours présente, très régulière, de même que Tunis. Ce sont des équipes qui en général on a l'habitude de voir un petit peu, mais à travers les résultats, mis à part le TP Mazembe, on peut s'apercevoir que quand même il y a une régularité, ça commence à être un petit peu... oui, ça commence à être un petit... Et c'est bien, bien que les autres aussi puissent avoir cette chance. Et c'est toujours ce Covid, hein, comme ça se passe en Europe, c'est ce Covid-là qui ramène tout le monde à la raison. Voilà, et puis on joue sans public. Dernier tableau pour la Ligue des Champions avec Stade Malien qui a gagné face à Wydad Casablanca 1-0. Le Racing d'Abidjan qui fait match nul avec Oroya. 1 but partout, 2 buts partout entre Youn, Boufalos et Vita Club, 2 buts partout. Et MC Alger qui bat CS Sfaxien sur le score de 2-0. L'Afrique du Nord avec Zamalek Al-Ali, le Raja, le Wydad ont tendance à dominer. C'est bien normal, comme le disait Luc à l'instant, avec bien entendu le TP Mazembe qui marche très fort. Et puis à noter que l'MC Alger a pris une nette option sur la qualification en battant le CS Sfaxien 2-0. Un match en retard donc de ces 16e de finale. Nous allons passer à la Coupe de la Confédération avec un premier tableau que nous allons voir tout de suite. Et la victoire de la GS Kabylie face à USGN 2-0. Le match nul entre Al Ittihad et Pyramide 0-0. 0-0 entre Green Eagles et Cotton Sport 0. Donc je vous le dis 0-0. Victoire de Hilal face à Numango 1-0. Nul entre 11 Bravo et Motema Pembe et Renaissance Estétif 2 buts partout. C'est dit, un mot peut-être? Non, je vois que il y a le JS Kabylie qui est là aussi. Hein. Ils ont joué la dernière fois à la finale il y a quelques moments. Bon, je les revois encore dans le groupe. C'est très bien pour eux. Et Motema Pembe qui revient aussi, un club congolais qui, avec le TP Mazembe, ils font pas mal de grandes choses au Congo là-bas. Et nous allons enchaîner avec un deuxième tableau pour cette Coupe de la Confédération. Namsa qui perd devant Songo 2-0. Match retour donc ce mardi. Sagrada Esperança contre Orlando Pirates 0-0. Le match de l'Étoile du Sahel contre Mokalum a été annulé à Kigali qui perd devant Kampa City Council 1-0, 0-0 entre Monastir et Al-Hali de Tripoli. Et Bloemfontein, une équipe d'Afrique du Sud, qui fait match nul avec Rivera United, 2 buts partout. Luc, ça vous tenterait d'aller entraîner par hasard, après avoir entraîné Saint-Etienne, ça vous tenterait d'aller entraîner un club, justement, du côté de l'Afrique, vous? Non, un club non, parce que... Une sélection plutôt. Une sélection plutôt, oui, parce que ça laisse plus de... On n'est pas obligé forcément de faire autant de déplacements. Les clubs, moi je suis partisane que les clubs soient entraînés par les gens du pays, parce qu'ils connaissent les joueurs, ils connaissent les lieux, ils connaissent exactement de quoi il s'agit.
plutôt que d'envoyer un étranger dans un club. Pour la sélection, ça va encore, parce que les joueurs sont répartis partout en Europe, donc il n'y a pas dans le monde même. Mais le club, je suis partisan à ce que ça soit quelqu'un du pays, qui connaisse vraiment la maison. Et dernier tableau pour la Coupe de la Confédération, nous allons voir les résultats sur votre écran avec Berkane qui gagne face à Terazena 2-0, Jaraf qui fait match nul avec San Pedro 0-0, Tchad Casablanca qui fait match nul avec Saé 0-0 et victoire de l'équipe de Salitas. Salitas, pardon. Ça, c'est le Burkina Faso, Salitas. Oui, justement. Vous êtes heureux pour cette Je suis très heureux avec le club de monsieur le colonel Yak qui fait un très bon travail au niveau de son club là-bas, Salitas. Ça, c'est une très belle victoire et je l'ai dit, félicitations à eux. Voilà, et puis le TP Mazembe qui a annoncé le retour de Pamphile Miao sur le banc, nommé entraîneur principal en mars dernier, le franco-serbe Dragan Vichkovic, donc en fin de contrat, va céder sa place à Pamphile Miao, qui sera justement du côté du Cameroun avec la RDC en tant qu'entraîneur adjoint. Ils ont changé le drapeau, hein, c'est Burkina, hein, c'est pas Égypte. Hein. Oui, bon, excusez-nous pour cette incident. Il faut rectifier. Hein. Oui, on va tâcher de rectifier. Ne vous inquiétez pas, Sidi Napon. Il est très attaché à son pays, le Burkina Faso. Nous passons au Chan, c'est le championnat d'Afrique des Nations, c'est la 6e édition. Compétition internationale organisée par la Confédération africaine de football, rassemblant des sélections composées de joueurs évoluant, bien sûr, sur le continent. Alors, vous voyez les stades qui ont été désignés. Il y a le stade Amadou Ahidjo à Yaoundé, le complexe de Japona, et le stade Omnisport de Bipanda, Douala, et le stade Omnisport de Limbe, donc à Limbe, bien sûr. Avec un clin d'œil sur les groupes et les matchs qui auront lieu, les premiers matchs. En groupe A, du côté de Yaoundé, il y aura un certain Cameroun-Zimbabwe, il y aura également Mali-Burkina Faso, et puis il y aura ce sont ces deux matchs-là, et puis le dimanche 17, nous allons enchaîner avec Libye-Niger et RD Congo contre Congo. Deux mots de la part de Sidi Napon. Ouais, je vois tout d'abord avec le Burkina Faso, Mali, Cameroun et puis... ça va être un très très grand match, Mali-Burkina Faso. Oui, mais bon, je pense que dans le groupe par deux, je pense que le Burkina Faso et le Mali vont se qualifier parce que bon, le pays organisateur, le Cameroun, en ce moment, ils ont du mal. Oui, donc, alors Luc, j'ai vu RD Congo contre le Congo. Ça va être un derby, ça. Oui, un vrai derby. Entre deux pays voisins. Ça, c'est marrant d'ailleurs que ça puisse avoir lieu, ce genre de match entre les deux Congos. Oui, c'est le tirage, c'est le tirage qui est tombé comme ça. Ça va être un truc puissant. Justement, ça m'a... Quand j'ai vu ça, je dis, wow. Ça va être chaud. Gros match. Lundi 18, Maroc-Togo à Douala. Et puis il y aura Rwanda-Ouganda. Et puis le mardi 19, un groupe C maintenant, Zambie-Tanzanie à Limbe et Guinée-Namibie du côté de Limbe. Monsieur, c'est une bonne chose, cette énième compétition organisée par la Confédération africaine de football. On rappelle que le vainqueur gagne quand même une somme assez importante, Sidi. Oui, ça c'est très intéressant pour les pays, surtout pour les joueurs qui sont restés au pays, qui ne sont pas professionnels. Ça c'est très. Je pense que celui qui a eu l'idée d'organiser ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de la visibilité pour se faire voir et parfois se faire recruter même par les clubs au niveau de l'Europe. Et c'est une très bonne chose. Luc, vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord avec ce que dit. C'est pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude du pays, qui n'ont pas pour habitude d'être sélectionnés. C'est leur tournoi à eux, c'est le truc de l'Afrique en fait. Exact. Là, on est vraiment représentatif de l'Afrique et moi je trouve ça magnifique. L'idée de la personne qui a eu cette idée, chapeau. Chapeau, vraiment. Et sur le banc, nous verrons Florent Ibengue qui a quitté les A pour entraîner les A' de la RDC. Écoutez, il nous parle des mots du football congolais. Parce que je crois qu'on est le seul pays au niveau continental qui arrive à rivaliser avec les pays du nord de l'Afrique. Donc, il ne faut pas qu'on dorme. Et ça, la première des choses, ça serait aussi d'avoir plus de moyens financiers. Les moyens nous manquent. Et quand il y a des gens qui arrivent à mettre leur argent sans forcément gagner énormément en retour, donc c'est que bénéfique pour nous parce que beaucoup de gens ici sont philanthropes. Je ne parle pas des grands clubs, mais surtout des petits clubs qui
qui ont des présidents qui ont vraiment cette passion, cet amour et qui dépensent de leur propre argent. Quant à mon ambition personnelle, non, je n'ai pas abandonné l'ambition d'entraîner une équipe nationale. Elle est là, je suis entraîneur et j'aimerais m'inscrire dans la lignée des entraîneurs africains qui ont entraîné une autre sélection africaine que la leur, donc à l'image d'un Stéphane Keshi ou d'un François Zawi. Et parmi les infos, à noter que l'année 2020 s'est terminée avec quelques rebondissements chez certains joueurs et dirigeants, comme le jeune gardien international Fabrice Sondoa, qui se fait licencier par le club belge d'Ostende. Son agent, Éric Depolo, explique. Il y a plein de footballeurs professionnels, pas seulement des footballeurs. Je pense que même au Cameroun, il y a des frères qui n'ont pas des amis ou des frères qui n'ont pas où loger, et vous leur louez un appartement à votre nom et vous les laissez là-bas pour pouvoir leur donner une chance de pouvoir s'en sortir. Donc c'est la bonté de Fabrice. C'est sa bonté, et à partir de là, c'est sa bonté qui l'a mis dans cette situation. Donc du coup, ses amis je sais pas quelle fête ils ont monté là-bas. Fabrice n'était pas au courant, il n'était pas à la fête, et du coup la police est venue par l'appel des voisins, et la police a donner une amende à tout le monde qui était sur le lieu, et c'est quand la police demande qui est le propriétaire du bail, et c'est là où personne ne répond, et c'est là où ils essayent d'appeler, et on se rend compte que le propriétaire du bail, c'est Fabrice Sondoa. Et avec quelques images, sachez que la cérémonie de récompense des Globe Soccer Awards dans la ville de Dubaï s'est déroulée le samedi 27 décembre, et c'est le club égyptien d'Al-Ahly qui a été le club le plus couronné des championnats de football du Moyen-Orient. Messieurs, avant de marquer une pause dans cette émission, est-ce que les infos que vous avez vues défiler vous inspirent des réactions, notamment pour Fabrice Sondoa, Sidi et Oui, Fabrice, bon, j'ai l'information qu'on vient de voir, hein. Je pense que depuis la deuxième journée du championnat en Belgique, l'entraîneur de l'équipe première l'avait déjà mis avec les U18, les jeunes. Donc ça veut dire déjà qu'ils attendaient un moment précis pour pouvoir lui rompre son contrat, quoi. Donc je pense que c'est vraiment pas gentil de part du club de réagir de la sorte, quoi. Luc Sonor, un garçon qui n'a quasiment jamais joué, et puis on a attendu justement qu'il y ait un problème chez lui où il n'était pas présent pour le licencier, justement. Ouais, en fait, voilà, c'est le commenté, comme le disait Sidi, c'est un commenté, il faut le dire clairement. Peut-être que c'est ce qui s'est passé pour lui, et c'était la manière de pouvoir le licencier sans avoir à le payer, en fait. Oui, payer, exactement. Voilà, ils l'ont surpris, même si j'espère, en tout cas, qu'il n'a pas fait cette fête, que lui n'a pas organisé cette fête, et qu'il n'en faisait pas partie pour se mettre encore plus en porte-à-faux, parce que c'est clair que ouais. Si tu donnes le bâton pour te faire battre, ils ne vont pas te rater. En plus, oui. Non, je dis en plus de ça, il a dit qu'ils l'ont licencié même sans, avec une lettre. On l'a même pas entendu, rien du tout, ils l'ont même pas convoqué. Il a reçu la lettre à la maison. Nous avons échangé, il a saisi bien sûr ses avocats. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce dossier. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, qui est sous tutelle de la FIFA. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pause. Dans l'histoire de la Fédération Deuxième partie de notre émission avec nos invités que je vous présenterai de nouveau tout à l'heure avec Sidi Napon qui est en pleine forme ce soir. Nous parlerons des entraîneurs étrangers côté renom sur le continent africain. Vous avez vu Claude Leroy. Et puis en troisième partie, nous parlerons du Qatar avec la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Et puis un clin d'œil sur l'Outre-mer qui ne fournit plus beaucoup de joueurs à l'équipe de France. Nous allons en débattre avec Luc Sonor. Justement, nos invités, Sidi Napon, technicien et entraîneur adjoint, ancien entraîneur adjoint du Burkina Faso, qui a amené justement l'équipe en finale de la CAN. C'était en Afrique du Sud. Et puis Luc Sonor, ancien grand joueur
international. Il a joué à Metz, Monaco, membre de l'UNFP. Il a même failli signer au Paris Saint-Germain. Il nous dira pourquoi il ne l'a pas fait tout à l'heure. Le dossier de ce magazine. Il y a pléiade d'entraîneurs étrangers en Afrique. Certains réussissent assez bien. Hein. Nous allons voir en images. Et Sidi Napon et Luxonor vont nous dire s'ils sont d'accord avec nous. Tout d'abord, Gernot Rohr, que vous voyez en image. Il y a Patrice Neveu également, qui entraîne au Gabon. Claude Leroy au Togo. Hervé Renard, qui a quitté l'Afrique. Vous allez voir Vaïd Alilozik, aussi au Maroc. Corentin Martins, qui est en Mauritanie. Là, c'est Vaïd. Alain Giresse également, qui a quitté l'Afrique. Michel Dussuyer, qui est maintenant du côté du Bénin. Henri Kasperzak, qui a quitté aussi. Alain Giresse, que vous voyez. Sabri Lamouchi, qui a entraîné aussi la Côte d'Ivoire. Là, c'est Dussuyer. Il y a Paulo Duarte. Il y a aussi Georges G. Costa. Et puis Tony Conchiaro. Tony Conchiaro, qui entraîne en ce moment l'équipe du Cameroun. Alors, messieurs. Oui, il y a Henri Kasperzak, et puis nous avons vu un instant, eh bien, Paulo Duarte, et puis Jorge Costa et Tony Conchiaro. Mais êtes-vous d'accord? Est-ce que les entraîneurs étrangers apportent quelque chose de nouveau à l'Afrique, au football africain, Sidi? Pour moi, je pense que avant, oui. Avant, oui, on avait besoin de beaucoup d'entraîneurs étrangers qui viennent parce que le football africain en ce temps n'était pas aussi développé, nos joueurs ne jouaient pas à l'extérieur. Aujourd'hui, on n'a plus besoin parce qu'aujourd'hui, les entraîneurs sont formés, ils sont diplômés, la plupart, ils ont joué au haut niveau. Et donc, je ne vois plus l'intérêt aux Africains de faire venir des... On peut, mais je pense qu'il n'y a pas l'intérêt parce que pour développer son football, il faut vraiment... un enfant du pays, comme les Européens l'ont fait, vous allez rarement voir connaître aussi la culture du joueur. La culture du joueur, mais si je prends l'exemple, excuse-moi de vous couper, mais si je prends l'exemple de la France ou de l'Allemagne, vous ne verrez jamais un entraîneur étranger les entraîner. La plupart du temps, c'est des Français qui entraînent, c'est des Allemands qui entraînent, donc les Africains doivent aller sur ce fléau pour pouvoir entraîner eux-mêmes leurs propres... Même si parfois on ne leur donne pas leur chance longtemps, et c'est l'erreur, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire pour qu'on puisse s'en sortir. Luc Sonor, est-ce que vous êtes d'accord avec Sidi Napon? Oui, en gros, oui, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est normal qu'il défende un petit peu les intérêts de l'Afrique par rapport à ça, parce que ça fait un mois que ça dure. Je crois que c'est parti de Claude Leroy. Hein. C'est Claude Leroy. S'il n'avait pas eu de résultat à Claude Leroy, je ne pense pas qu'on en serait là aujourd'hui. C'est Claude Leroy qui a fait que derrière on a amené. Moi, je ne suis pas contre le fait que les Européens aillent entraîner en Afrique. Mais ce que je voudrais, moi, c'est que les Européens qui arrivent en Afrique arrivent seuls et qui prennent des adjoints africains de manière justement à les former et leur donner la main pour plus tard. Et c'est ça, en fait, que je voudrais, moi. C'est que ça ne me dérange pas. Au contraire, que des Européens arrivent, qu'ils aient la maîtrise, pas n'importe lesquels non plus. Hein. Il faut que ce soit des mecs qui ont fait leurs preuves aussi ailleurs et qui amènent leur expérience au niveau de l'Afrique. Mais à côté de ça, il faudrait profiter du fait qu'un Européen vienne, puisqu'on veut absolument avoir les Européens qui entraînent en Afrique, pour former, justement, prendre comme adjoint. Il faudrait que le staff de cet entraîneur qui va là-bas ne soit pratiquement que des Africains, de manière à les former, à leur donner la main pour être dans la continuité de ce qui a été fait. Et à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, on parlera beaucoup moins de « oui, il y a trop d'entraîneurs européens en Afrique ». Oui, c'est peut-être le cas. Moi, je suis des Antilles, mais je suis beaucoup le football africain aussi. Et vous avez beaucoup voyagé aussi en Afrique. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vu les trucs en Afrique. Mais Luc, je vous arrête. Sidi, il y a beaucoup d'entraîneurs quand même étrangers qui ont beaucoup de côtes là-bas, comme Claude Leroy. Comment expliquez-vous que Claude Leroy soit toujours en Afrique depuis des décennies? Parce qu'il a fait des résultats partout où il est passé. Parce que quand il a été au Cameroun, c'est lui qui a un petit peu, enfin, dis-moi si je me trompe, mais c'est lui qui a un petit peu déclenché tout ça. Et il a une influence, selon vous, il est au Togo en ce moment, il a une influence? Parce que la plupart du temps, c'est simple. Les entraîneurs étrangers, c'est-à-dire les Européens, ils ont plus la facilité. Quand ils arrivent, même le président de la fédération, le président de la République, ils ont le tapis rouge. Donc, on leur donne tout ce qu'ils veulent. On les paye très bien. Ils sont à l'aise. Ils n'ont pas de pression au niveau des résultats. Alors, c'est dit, puisque vous parlez de ça, justement, je vous donne la parole. Corentin Martins a prolongé avec la Mauritanie jusqu'à 2023, prolongation avec une hausse de salaire. Il est en poste depuis 2014. C'est ce que vous disiez. Oui, c'est ça, je dis. On leur donne le tapis rouge, on leur donne ce que...
Parce que le problème qui se passe, quand le citoyen lambda veut entraîner l'équipe nationale, déjà, on va mal te payer. Et au moins de petits pépins, tu es dehors. Alors que l'Européen, lui, il a tout. Il a tout. Oui. Donc, on ne peut pas faire la concurrence. Juste un mot par rapport à Corentin Martins. C'est un petit peu l'exception qui confirme la règle, dans la mesure où Corentin Martins n'avait jamais entraîné. Ouais, voilà. Et lui, il prend le risque. En fait, là sur le coup, c'est lui qui prend le risque, puisqu'il va en Mauritanie. Il ne va pas prendre le Cameroun, il ne va pas prendre la Côte d'Ivoire ou le Togo, des équipes qui se sont déjà affirmées, qui ont déjà quelque chose. Là, sur le cas de Corentin Martins, je dis bravo, parce qu'il prend cette équipe. La Mauritanie, on est bien d'accord, ce n'est pas la plus grande des sélections en Afrique. Tu me dis si je me trompe. Mais lui, là, pour le coup, c'est lui qui prend... Donc, j'admire, par contre, un garçon comme ça, qui prend le risque d'aller en Mauritanie, et qui, en plus, apporte les résultats. Donc, à la limite, à lui, on ne peut presque pas lui dire bonne chose, parce que non seulement il prend le risque de départ, mais il arrive à faire en sorte que cette équipe-là... moi, je connais la Mauritanie maintenant. Je sais comment joue la Mauritanie, parce que ce garçon-là, il a su élever le club à un niveau assez important. Parmi les plus cotés, il y a bien sûr Gernot Rohr, sélectionneur actuel du Nigeria. Je l'ai joint au téléphone. Écoutez ce qu'il dit après le dernier match de l'équipe du Nigeria. C'était contre Sierra Leone. Gernot Rohr. Oui, le Nigeria a connu 2 matchs difficiles contre la Sierra Leone. Sierra Leone a une bonne équipe aussi. Et ces 2 matchs nuls nous permettent cependant de garder 5 points d'avance sur cette équipe-là. Nous sommes toujours en tête de notre groupe devant le Bénin. Et malheureusement, on a des blessures, notamment les blessures d'Osimhen, de Kalou toujours, également de Etebo qui n'a pas pu faire le deuxième match complètement. Des difficultés aussi pour voyager actuellement avec le Covid, beaucoup de restrictions. Des garçons qui sont arrivés la veille du match seulement, très fatigués. Et dans la chaleur, évidemment, en venant du froid européen, ce n'était pas facile. Messieurs, nous allons passer dans quelques instants aux élections à la CAF, le 12 mars. Un petit mot rapide sur Gernot Rohr, qui navigue aussi, qui change de pays à pays. Oui, il était au Burkina Faso. Il a fait le Burkina Faso, il a fait le... Comment on appelle ça? Il était il est au Nigeria actuellement, mais au Burkina Faso, bon, ça ne s'est pas très très bien passé là-bas. Et donc, il est parti du Burkina et du Burkina, il allait signer au Nigeria. C'est un grand joueur sur le terrain, Luc. Que pensez-vous de Gernot? C'était un démolisseur, Gernot. C'était un super joueur, oui, latéral, axial. Comme vous, latéral. Qui mettait beaucoup de coups. C'est l'Allemand, hein. Gernot, mais un homme charmant dans la vie, tout ce que vous voulez. Mais vous mettiez aussi les crampons, Luc? Oui, bien sûr. Je suis payé pour ça. Je ne suis pas payé pour qu'on me morde alors que je vais sortir avec les marques et l'autre il sort tout propre. C'est pas comme ça que ça marche. Exactement. Les élections à la CAF maintenant, ce sera le 12 mars, avec les candidats que vous allez voir défiler sur votre écran. Ahmed Yahya de la Mauritanie. Il y a également l'Ivoirien qui s'appelle M. Jacques Anouma. Et puis il y a un homme riche du côté de l'Afrique du Sud, Patrice Motsepe, que vous allez voir dans quelques instants. Et enfin, pour terminer, Augustin Senghor, qui est le président de la Fédération sénégalaise de football. Alors, eh bien, que M. Ahmad Ahmad, qui était président de la Confédération africaine de football, avait posé sa candidature, mais finalement, la FIFA l'a suspendu pour des détournements de fonds et une suspension. Il a fait appel justement auprès du TAS, le tribunal arbitral du football, où il demande justement dans sa requête d'assortir sa demande d'un effet suspensif suite à cette décision de la FIFA. Alors si, bien sûr, cette demande est assortie d'une demande avec un effet suspensif, ça signifie qu'il pourra poser sa candidature. S'il dit, vous êtes d'accord qu'il revienne, M. Ahmad Ahmad, ou pas? Mais une fois qu'il a été reconnu qu'il a fait des détournements au niveau de la CAF, je pense qu'il ne peut plus se représenter. Normalement, non. Normalement, il ne doit pas pouvoir se représenter encore du temps qu'on l'a suspendu là. Donc ça fait même qu'il n'y a plus de confiance envers lui. Luc, vous avez suivi un peu cette affaire de M. Ahmad Ahmad? Un peu de loin, hein, mais c'est vrai que si vraiment l'a suspendu, ce qu'on dit a été fait, c'est normal qu'on aille dans le sens de la suspension.
quel que soit le personnage, quel que soit son nom, quel que soit... Voilà. Oui. Est-ce que le TAS peut se substituer à la décision de la FIFA? Et bien sûr. Bien sûr. Bien sûr qu'ils peuvent le faire, oui. Oui, donc Parce que wait and see alors, comme on dit. C'est ça. Ouais, ok. Écoutez ce que nous disait Noureddine Sali, notre confrère, à propos justement de cette suspension, de cette condamnation de M. Ahmad Ahmad. C'est très difficile actuellement de se projeter sur l'avenir du football africain et notamment sur l'élection du nouveau président, du prochain plutôt président de la Confédération africaine de football. Après ce tremblement de terre qui s'est produit à la tête de l'institution après la condamnation de M. Ahmad Ahmad pour 5 ans. C'est la première fois dans l'histoire de notre continent que le président sortant ne se présente pas à sa prochaine élection. Je pense que c'est flou, c'est ouvert. On va voir un petit peu les personnalités. Je pense que maintenant les jeux sont ouverts et on va attendre les projets. Nous avons beaucoup de sujets encore à voir dans cette deuxième partie. M. Ahmad Ahmad qui est remplacé, vous le savez, par le Congolais en ce moment Constant Omari qui a tenu une toute dernière assemblée générale au mois de décembre. Écoutez ce qu'il dit. Excusez-nous pour le fond sonore car il y a la traduction en anglais. Écoutez. Si vous demandez aujourd'hui de partager avec moi et avec les membres du comité exécutif cette responsabilité générale à la fois de protéger les intérêts majeurs de notre confédération, mais aussi de vous impliquer encore plus. Nul ne peut nier que depuis mars 2017, sous la présence de M. Ahmad, tant de choses ont changé. Dans quelques instants, nous parlerons justement de la FIF, Fédération Ivoirienne de Football, et nous parlerons aussi de la CAN des U20. Et Sidi Napon y tient énormément avec le duel entre le Burkina Faso et le Ghana, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Mais écoutez, M. Foudi Legja, qui est responsable des finances au sein de la CAF, écoutez le bilan qu'il en dresse. D'une manière globale, la CAF, comme l'a dit M. le Président au départ, traversera des moments difficiles dus à la Covid certainement. Le monde de l'économie sera impacté. Ça ne va pas se passer sans répercussion sur les finances de la CAF. Et puis d'une manière générale, il faut dire que bien que l'année 2018-2019 est une année où l'exploitation était bonne, c'est-à-dire on a dégagé plus de revenus. Le solde était déficitaire pour la simple raison parce que on a cédé les 2 centres, donc c'était une réduction de l'actif de la CAF. Mais d'une manière globale, et ça c'est très important, il faut le souligner, j'ai eu l'occasion de le faire lors de la dernière Assemblée générale, mais je pense qu'il est toujours utile de le redire. Les finances de la CAF s'inscrivent dans un déficit structurel. Voilà, messieurs, la disparition justement du président M. Augustin Sidi Diallo, mort de la Covid, n'a rien arrangé au sein de la Fédération Ivoirienne de Football. Voilà une fédération, Luc et Sidi, qui est sous tutelle de la FIFA. Mais justement, la FIFA a saisi le tribunal arbitral pour obtenir gain de cause. Alors, que pensez-vous de cette situation ivoirienne à cause des élections? Oui, disait Drogba qui était rejeté, c'est à cause de tout ça, vous pensez? Oui, je pense que le 9 août dernier, René Dibi, le président de la commission de la Fédération Ivoirienne de Football, a tenu une réunion avec les membres de la commission. C'est-à-dire qu'il a fait regrouper les membres et ils ont annoncé qu'avec M. Souri Diabaté, Didier Australio et puis Didier Drogba, qui devaient être les 3 représentants au niveau pour les élections. Je pense qu'à cette demande, le président de la commission a demandé à signer les documents pour prouver que ces 3 personnes pouvaient être les représentants, au fait, pour la... Ouais. Alors, sans revenir sur les faits, parce qu'on va perdre du temps, oui. Que pensez-vous de la situation, tout simplement? Mais la situation, je pense que la situation, pour le moment où c'est passé, avec M. Siam Etiabé, qui est en même temps
le secrétaire général de la commission et puis le directeur exécutif de la FIF, Fédération Ivoirienne de Football. Je pense que sans Monsieur Diaby, ça va être corsé parce qu'il ne veut pas voir la tête de Didier Drogba. Ouais. Voilà. En tout cas, il faut faire avec Didier. Luc, un mot rapide avant de revenir avec Sidi sur la CAN des U20. Bon, pas grand-chose à dire parce que je ne connais pas, je n'ai pas tous les éléments non plus en main. Sidi, il a bien expliqué. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'en tant que joueur, voilà quoi. Je voudrais bien que Didier, oui. Pourquoi pas, prenne cette sélection, oui. prenne cette fédération. Ce serait quand même une avancée très importante pour le football africain de voir un ancien joueur à la présidence. Comme Kalusha Boualia en Zambie aussi. Donc, voilà. Nous allons parler de la CAN des U20 qui aura lieu bientôt, c'est-à-dire le 14 février. Ce sera en Mauritanie. Tiens, justement, Luc parlait de la Mauritanie. En zone UFOA-A, Gambie-Mauritanie qualifiée, UFOA-B, Burkina Faso-Ghana, en COSAFA, Namibie, Mozambique, SECAFA, Tanzanie, Ouganda, UNIFAC, Centrafrique et Cameroun et NAF, Maroc contre la Tunisie. Sidi, vous avez voulu revenir sur cette finale entre le Burkina Faso et le Ghana. Oui, qu'est-ce que vous voulez nous dire à propos? Non, à propos de ça, le match, je pense que le match s'est très bien déroulé, mais avec un petit pépin avec l'arbitrage qui a accordé un but à l'équipe du Ghana qui n'était pas entrée. Et ça fait que le Burkina a perdu la finale parce que, et ça vraiment, c'était pas du tout un moment très glorieux pour nous, quoi. Donc ça a mis vraiment la nervosité. C'était un de nos voisins, un confrère, un Ivoirien qui a habité le match. Et je pense que l'arbitre, vraiment, ce jour-là, il a fait un faux pas, quoi. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Les jeunes, ils ont très bien fait le championnat. Ils ont fini deuxième. Mais je pense que c'était pour remercier aussi les entraîneurs avec Oscar Barreau avec ses jeunes, qui a fait un très bon boulot. Il y a des bons chez les U20 oui, c'était très bon joueur. Il y a un joueur de U20 aussi qui a été nommé meilleur joueur du tournoi. Et je pense que cette finale, l'arbitrage peine beaucoup en Afrique et ça, c'est dans le domaine où il faut qu'on travaille beaucoup, quoi. Parce que des situations comme ça, avec tout le boulot qu'un entraîneur a pu mettre en place à la finale, et on accorde un but qui n'est pas rentré, que l'autre équipe prend la coupe, c'est pas intéressant. Merci, M. Sidi Napon. On se retrouve après la pause. À tout de suite. Merci. Dans la dernière partie de cette émission, bien sûr, nous allons parler de la Coupe du Monde au Qatar. Nous ferons aussi un petit clin d'œil au Paris Saint-Germain qui a changé d'entraîneur. Et puis nous parlerons aussi des joueurs de l'Outre-mer qui ne fournit plus beaucoup de joueurs à l'équipe de France. Luc Sonor, notre invité, va nous expliquer les raisons dans quelques instants. Et puis parmi nos invités, vous voyez Luc Sonor à l'écran. Luc qui est ancien joueur professionnel, ancien international s'il vous plaît. Et il a joué à Metz, à Monaco. Il a même côtoyé à Metz Jules Bocandé qui était votre pote. Et vous avez fait la fête sur le continent africain. Ouais, Dieu seul sait. Je ne veux pas tout dévoiler à l'antenne. Sidi Napon qui a l'air de rigoler, mais qui a fait la fête aussi, qui sait faire la fête parce que je le connais depuis quelque temps. Et je peux vous dire que c'est un fêtard. Bon. Nous allons parler du football international tout de suite. Et avant de parler de la Coupe du Monde, je voulais vous rappeler qu'à propos du CHAN, et à l'approche justement de l'événement, les équipes intensifient leur préparation. Vous savez, en ce moment, il y a un mini CHAN du côté du Cameroun. Et à partir du 7 jusqu'au 11 janvier, ce sera autour du Rwanda avec des équipes comme la Namibie, le Congo, qui vont se rencontrer au stade Amao de Kigali pour un tournoi pré-CAN en vue des derniers réglages de cette manifestation. Et nous allons parler du Mondial 2022 qui va se dérouler du 21 novembre au 18 décembre 2022, jour de la fête nationale du Qatar. Et une semaine avant Noël, on attend plus de 3 milliards de téléspectateurs. Tout le monde avait peur du climat, Luc. Oui. Et finalement,
Donc on a repoussé pour faire plaisir à tout le monde. Oui, on a repoussé le faire plaisir, mais le climat, c'est pas pour autant qu'il va changer. Hein. Ouais. Mais il va faire chaud quand même. Il va faire très très chaud quand même. Hein. Mais moins chaud qu'en juin-juillet, Luc. On l'espère de tout cœur. Je l'espère vraiment parce que bon, moi je suis pas contre qu'on fasse une Coupe du Monde au Qatar, honnêtement. Bon, tant mieux, ça change un petit peu, ça vous donne une autre idée du football, une autre idée de la manière dont les gens peuvent s'adapter à une température. Moi, je suis encore un petit peu sceptique hein, quand on me dit oui, mais la chaleur, ça sera plus aussi intense par rapport à ces dates-là. Et puis, franchement, une Coupe du Monde en novembre... C'est dit, la chaleur pèse aussi. Hein. Au Qatar, mais sur le continent, vous avez subi, lorsque vous étiez gosse, vous étiez au Burkina Faso, la plus grosse chaleur, la plus grosse température que vous avez vécue, vous? Mais on peut monter à 40-45 degrés. Ouais. Ah oui, donc... insupportable. C'est insupportable, mais tu fais quoi? Mais la plupart du temps, ils mettent les matchs le soir. Mais quand il fait, par exemple, 38-40, on joue. Hein. Quand on est petit, on joue. Ça ne dit rien, on est habitué. Ouais. Mais une fois que tu es ici, c'est fini. Hein. Messieurs, nous allons jeter un coup d'œil sur les stades. Le Lusail Iconic Stadium, qui accueillera le match d'ouverture et la finale. Il y a le stade Al-Karouar. Il y a aussi le stade d'Al-Janoub. Il y a la rénovation du stade Khalifa International Stadium. Donc tous ces stades qui vont accueillir. Alors 32 équipes. La FIFA ne pouvait faire mieux. En 2018, elle envisage justement 48 équipes au lieu d'attendre 2026. Luc, c'est beaucoup. C'est trop. 48. C'est trop. Énorme. Ils vont tuer le foot. Hein. Énorme. Moi, je sais pas comment. C'est trop. Moi, je sais pas comment il faut faire. Mais comme il dit Sidi, tu vas tuer le foot. Les gens en ont marre. C'est dit, mais oui, mais c'est plus d'équipes d'Afrique aussi. Oui, mais plus d'équipes d'Afrique. Mais après, il faut la qualité. Le bon côté, c'est le nombre d'équipes qu'il y aura, les petites équipes qui pourront avoir leur chance de disputer une fois la Coupe du Monde. Donc, oui, à ce niveau-là, je suis d'accord. Mais après, mais trop de foot tue le foot. Donc, avec beaucoup d'équipes, je pense 48. Après, à force, les téléspectateurs, ils vont se lasser. Hein. Celui qui est éliminé, c'est fini, il éteint sa télé parce qu'il y a tellement d'équipes. Sidi, nous allons regarder avec Luc, justement, le tirage au sort pour la zone Afrique, avec votre pote, j'imagine, c'est Marcel Desailly, qui avait effectué ce tirage au sort, ça vous fait sourire. En groupe A, il y a l'Algérie, le Burkina Faso et le Niger, ainsi que Djibouti. En groupe B, Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale. En groupe C, Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique et Libéria. En groupe D, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi. En groupe E, etc. Donc, Sidi, puisque je vous ai sur le plateau, le Burkina Faso tombe avec l'Algérie, le Niger et Djibouti. Normalement, vous deviez vous qualifier. On doit se qualifier, parce que la dernière fois que l'Algérie s'est qualifiée contre le Burkina, ça a été un match tellement tendu. Et la manière dont ça s'est passé en Algérie, c'était pas vraiment du tout de bon cœur, hein, parce que nous, aujourd'hui, le Burkina Faso, on ne craint pas l'Algérie. Hein. Moi, je pense qu'on a grandement notre chance et on peut se qualifier devant l'Algérie, disant ce que les gens y disent. Non, en Afrique, c'est autre chose. Vous lancez un défi. En groupe H, il y a le Sénégal, le Congo, la Namibie et le Togo de Claude Leroy. Le Sénégal? Oui. Mais les Sénégalais doivent faire très très attention à l'équipe du Togo, qui sont pas mal. Hein. Oui. En groupe I, Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan. Bon, Maroc, en général, ils sont habitués. Mais les Soudanais, ils ont une très bonne équipe en ce moment. Soudan, Guinée, et puis qui? Guinée-Bissau et Soudan. Ah, les Guinéens. Guinée-Maroc, je pense. Hein. On se méfie de la Guinée. Hein. La Guinée, oui. Ils sont bons, les Guinéens. Et le dernier groupe sur lequel je voudrais vous interpeller, messieurs, c'est RDC, en groupe J, Bénin, Madagascar et Tanzanie. Ça va se jouer, disons, à 3. Entre Madagascar, RDC et Bénin. Les Malgaches, ils sont bien. Vous avez vu le match Madagascar-Côte d'Ivoire? Les Malgaches, aujourd'hui, ils développent un très très bon football. Donc, les Malgaches... Attention. Luc, la CONCACAF, Luc Sonore, excusez-moi de vous interpeller, mais la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane auraient pu figurer dans ces éliminatoires. Nous allons voir le tirage parce que ce sont des équipes d'Amérique qui se retrouvent en quelque sorte. Alors, vous aimeriez que la Guadeloupe et la Martinique et même la Guyane, qui est en Amérique du Sud, participent aussi, mais avec une dérogation, mais ça ne va pas être évident. C'est impossible. Moi, je crois même que c'est impossible. Ouais.
Il y a déjà eu des demandes, hein. Il y a un tas de choses qui ont été faites. Les Martiniquais notamment, ils ont pendant longtemps, ils ont cherché à voir par rapport à la FIFA et tout, s'il n'y avait pas possibilité. Mais bon, je pense que non, on va rester à notre place. Hein. Malheureusement, on aurait aimé le faire. Moi, j'aurais bien aimé voir une équipe antillaise ou guyanaise participer, mais j'y crois plus, sincèrement, j'y crois plus. Luc, vous êtes en face de Sidi, peut-être Sidi aura son mot de l'eau à apporter à notre moulin ou à votre moulin. L'Outre-mer ne fournit plus de joueurs à l'équipe de France. Alors nous allons voir, Luc, et les joueurs, attention, antillais qui sont nés dans les départements, jouaient avant, comme Marie Trésor par exemple, comme nous voyons là, Gérard Janvion, Luc Sonor, vous-même, Jocelyn Gloma. Nous allons voir Luc Sonor dans quelques instants, nous allons voir s'ils se ressemblent. Oui. Il y a Jocelyn Gloma, tiens, Luc Sonor. Vous n'arrivez pas à trouver une meilleure photo. Bernard. J'ai 26 ans de carrière, on retrouve toujours la même photo. Bernard Alaba, Lilian Thuram et Dimitri Payet. Que se passe-t-il? C'est fini le football domien? Non, absolument pas. Le football domien n'est pas fini. Ce qui se passe aux Antilles, c'est que très peu de joueurs aujourd'hui veulent franchir le pas, très peu veulent partir en fait. Pourquoi? Mais il n'y a pas un problème de formation, de technicien? Il y a un problème de formation, évidemment. Moi, on me parle du pôle espoir de la Guadeloupe, c'est bien. On a le pôle espoir, la Martinique ne l'a pas, mais ce n'est pas pour autant qu'on fournit plus de joueurs. Moi, je crois. Est-ce qu'on vous sollicite, par exemple, vous qui êtes international, vous avez 11 sélections, hein? 15. 15 sélections, pardon. Je n'ai pas de contact avec le pôle espoir. Moi, j'ai un contact direct avec le président de la Ligue de la Guadeloupe, qui est un ami, avec qui je discute, avec qui on met des choses en place. Je préfère ça que le pôle espoir, parce que pour moi, le pôle espoir, ça n'apporte pas grand-chose. Pour preuve, ça fait au moins, je ne sais pas combien d'années, on n'a pas fourni un joueur, je me demande si ce n'est pas depuis les Mars, qu'on n'a pas fourni un joueur à un club français, à un club de la métropole. Moi, j'ai fait des stages chez la Corsair Foot Academy, comme vous devez connaître, je ne fais pas de pub, mais et moi, en 5 ans de stage, j'ai fait rentrer 8 joueurs qui sont dans les clubs professionnels. Donc je crois que le pôle espoir aujourd'hui, c'est bien de l'avoir, mais on ne l'utilise pas en fait. Mais est-ce qu'ils ont les moyens aussi? C'est ça aussi, les moyens. Les moyens aujourd'hui de développer le football au niveau des îles, il faut avoir les moyens parce qu'avant, ce qu'on dit au temps de Luc, si je veux bien, c'était pas comme maintenant où les jeunes maintenant, c'est les sous. Hein. Il faut aussi parce la passion. Parce qu'ils avaient la passion, ils jouaient pour le plaisir, parfois même, vous ne pensez même pas financièrement, mais aujourd'hui, il faut quand même... Aujourd'hui, ils évoluent dans le luxe. Le luxe, voilà. C'est ce que je veux dire. Avant, c'était pas ça. Et c'est l'amusement aussi, j'imagine. Les jeunes jouent au football comme un pis-aller, c'est faute de mieux faire. Alors, Luc, nous allons voir aussi les joueurs nés, les joueurs antillais nés en France. Je ne sais pas comment vous les considérez, ce sont des Antillais, nous allons les voir défiler. Thierry Henry, Sylvain Wiltord, Raphaël Varane, Anthony Martial, Kingsley Coman, tous ces garçons sont nés en Europe, Marcus Thuram, Alexandre Lacazette, Mike Maignan et Thomas Lemar. C'est justement le crachat de Thuram, vous n'avez rien à dire? Thomas Lemar, il n'est pas né ici. Hein. Ouais. Thomas Lemar, il est né en Guadeloupe. Il est né en Guadeloupe, pardonnez-moi. Marcus Thuram, entre parenthèses, vous voulez son crachat dans le championnat allemand, vous voulez dire un petit mot? Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est pas parce que c'est Thuram que ce garçon-là, il n'a pas aussi des comment dirais-je, ça peut arriver, excès. Hein. Voilà, Zidane a fait un coup de boule. Je ne vais pas le blâmer plus qu'un autre parce qu'il s'appelle Thuram. Vous disiez? Non, mais Zidane ça peut arriver. Je disais que Zidane a mis des coups de boule à la Coupe du Monde. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Il a craché, ça ne se fait pas. Mais bon, il va apprendre. Ça dépend. Luc, vous vous souvenez de votre première sélection? Oui. C'était en quelle année? Moi, c'était en 87. Exactement. 88, ouais, 87. Ouais. C'était France-Norvège. Oui. Sidi Napon jouait cadet, il était cadet. Ah, j'étais 87. C'est la naissance de ma fille, vous voyez. Un ancien du Paris Saint-Germain, c'est justement retrouvailles avec Stéphane Dalmat, jouant au téléphone. Il nous raconte ses souvenirs dans sa carrière. Pour toute ma carrière, je pense que j'ai été gâté. J'ai vécu des superbes moments. J'ai rencontré des grandes personnes. J'ai joué avec les plus grands joueurs du monde.
J'ai vécu 15 années extraordinaires et que je souhaiterais à tout jeune qui débute dans le métier ne serait-ce de faire au moins ce que j'ai fait, voire même plus. Donc franchement, très très fier de ce que j'ai fait. C'est dommage qu'il termine dans l'anonymat. Luc Sidi, je voudrais aussi vous interroger sur le départ de Tourelle qui a été viré, remplacé par l'Argentin Mauricio Pochettino au sein du Paris Saint-Germain. Donc Stéphane Dalmat et le Paris Saint-Germain. Luc, avant de retrouver Sidi. Moi je trouve ça étonnant, je trouve ça un peu, pour parler le gros mot, dégueulasse quoi. Je veux dire, en plein Noël, comme ça, tu vas virer un mec qui vient de gagner 4-0 chez toi, qui est le seul entraîneur qui t'a amené à une finale de Ligue des Champions, même si j'appelle cette Ligue des Champions la finale Covid, mais il n'empêche qu'il les a amenés au bout. Il a manqué très peu de choses pour qu'il la gagne. Il n'a pas perdu plus que les autres, il a gagné plus que les autres. Et à l'arrivée, on le vient comme ça. Moi, je trouve que c'est pas très propre. Je trouve ça indécent. Sidi, un petit un petit rappel. Bon, je pense que le PSG pouvait attendre qu'il termine cette saison avant de mettre les choses à plat et puis voir les résultats. Parce que là, actuellement, ils doivent jouer contre le Barça. Donc, avec ce chamboulement, je ne sais pas ce qui va se passer à la tête des joueurs, ceux qui étaient un peu habitués à être avec lui. Et donc, le chamboulement, ça crée parfois des soucis, surtout qu'il n'avait pas manque de résultats. Mercredi 6 contre Saint-Etienne, et puis le 16 février, Barcelone-PSG, retour le 10 mars. PSG, Barcelone au Parc des Princes. Nous allons terminer cette émission avec les élections, justement, à la Ligue Île-de-France ce mardi. Et comme nous avons reçu des candidats, tiens, écoutez ce que dit le candidat qui s'est présenté. C'est Thierry Mercier, mais c'est le Sénégalais Silver Henri Cissé qui parle pour lui. Écoutez. Parce que nous voulons faire de cette ligue la première ligue au monde. Et avec aujourd'hui les forces en présence, nous avons tout pour le faire. En plus également, des gens qui sont peut-être moins en lumière, moins connus, mais qui sont vraiment des bénévoles et qui travaillent tous les jours à la réussite du football français. Parce que je suis très confiant sur notre parcours, même si, bon, c'est les présidents de club qui décideront de qui occupera ce fauteuil. J'espère que ce sera Thierry Mercier. Et dans ce projet que nous avons pour les relations avec l'Afrique, nous avons la volonté, en fait, d'avoir un échange à part égale. C'est-à-dire que ce ne soit plus l'Afrique qui soit toujours à l'écoute, en train de tendre la main vers l'Europe, mais qui ait un véritable échange à 50-50. Et le président de place s'appelle Jamel Sanjak. Messieurs, merci. Luc, Sidi, encore bonne année, messieurs. C'était un plaisir. C'était un plaisir, ouais. Merci beaucoup, José, et puis à la prochaine. À la prochaine, bien entendu. Et Luc, j'espère que vous allez repasser nous voir. Fin de cette émission. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve lundi prochain, même heure, même antenne. Bye bye. Ciao.